commence? Ça, il est là. Est-ce que tu peux faire un zoom sur Jean-Marc? Bon, c'est pas la peine. C'est automatique. Ça vaut pas le coup. Bien, bonjour. Cette présentation sera sur le site. Donc tous les sites que vous voyez, c'est pas la peine si vous prenez des notes, vous pourrez y avoir accès. Alors, si j'ai mis le lien sur mon livre, c'est évidemment pour que vous l'achetiez, mais c'est surtout pour vous signaler que je l'ai écrit l'été dernier et je l'ai publié en novembre avec un titre qui était Pourquoi Ocean Infinity n'a pas trouvé l'épave. Donc j'avais anticipé qu'il ne trouverait pas l'épave. Et quand tu m'as proposé de faire une conférence, souvent il y a des conférences apparemment dans l'AG, j'ai dit bah voilà, moi je veux bien le faire. Et tu m'as dit mais est-ce que tu fais ta conférence si Ocean Infinity trouve l'épave? J'ai dit non, mais pas de problème, de toute façon ils ne trouveront pas l'épave. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui. Et donc là, en plus j'ai mis mon email, c'est-à-dire ce que je vais essayer c'est de tenir en 1 heure, ensuite une demi-heure de discussion, et vous avez mon email, donc après vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires, et puis je verrai comment vous répondre. Bien alors, le livre il fait 150 pages, j'ai 80 slides, donc en fait je vais faire ma présentation en 2 parties. La première partie en une demi-heure, c'est en fait ce qui s'est passé depuis, ce qui vient de se passer récemment, puisque Ocean Infinity n'a pas trouvé l'épave, et donc je vais vous raconter ça. Ensuite, je vais faire un résumé plutôt sur l'environnement politique de mon livre. Ça sera la première demi-heure. Et alors après, je vais aller très vite et je vais pratiquer ce que je fais souvent, c'est que le cerveau humain, vous êtes capable en quelques secondes de lire un slide complet plus rapidement que le temps que je mets à vous lire la première ligne. D'accord? Donc je vais rythmer la présentation des slides après avec beaucoup d'images. Je vous laisserai quelques instants pour lire et puis après je vous dirai les points importants qui sont en rouge. D'accord? Donc voilà. Donc la première demi-heure, c'est ça. La deuxième demi-heure, accrochez vos ceintures et surtout pour la deuxième demi-heure, elle n'apportera pas grand-chose à ceux d'entre vous qui ont déjà acheté et lu le livre. Voilà. Alors, blanc, d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai une certaine légitimité à travailler sur ce sujet? Vous le voyez. Alors, en groupe, au sein de l'Académie derrière l'espace, n'est-ce pas, monsieur l'ex-président, j'avais suggéré que très rapidement, donc en 2016, on fasse un dossier. C'est pas un dossier sur l'enquête, c'est qu'est-ce que ces disparitions d'avions, quels sont les problèmes. Donc il est sur le site, et à la suite on s'est posé la question, et je ne sais pas si Claude Roche est présent, qui présidait, on s'est posé la question, c'est bien joli éventuellement de peut-être détecter, comment peut-on détecter qu'il y a un problème dans le cockpit, et comment peut-on éventuellement intervenir? En plus que parmi les nombreux idées complotistes autour de la disparition du MH370, a flotté l'idée qu'il y avait peut-être un logiciel installé par Honeywell qui aurait permis de récupérer le contrôle de l'avion à distance. Alors, tout ça, ça pose des problèmes. On a vu les problèmes que ça posait. Quand sur les 737 MAX, on met un logiciel sans prévenir les pilotes. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai mis l'autre dossier? C'est parce qu'il y a un problème sur les rôles respectifs du CCO, d'une compagnie aérienne, n'est-ce pas? Un CCO d'Air France que j'ai visité nombre de fois, et le rôle du pilote. Alors aussi, ces 2 dossiers, c'est la particularité que on a fait ça avec Jean-Paul, et notamment le deuxième, c'est lui qui a dirigé ça avec l'Académie de Marine. Voilà. Bon, alors, où j'en suis là? Alors, le premier point, c'est un point sur lequel je diffère avec Jean-Paul. Je pense que ce n'est pas le plus grand mystère de l'aviation, parce qu'en fait, on connaît plein de choses. Par contre, voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est que ces échecs, de ce qui vient de se passer. Alors, vous verrez, j'ai mis beaucoup de photos de personnes
pour essayer de personnaliser. Parce que souvent, on fait d'autres documents qui ont été faits, c'est très technique, mais on ne voit pas apparaître les personnes. Alors que je pense que c'est une histoire de personnes. Et donc là, ça c'est le commandant de bord, et vous voyez derrière, il est devant un simulateur. Hein, d'accord? Alors, est-ce que c'est une image recomposée ou pas? Est-ce que c'est son simulateur? Bon, voilà. Alors, quand je dis que ce n'est pas un mystère, c'est qu'il y a deux documents officiels. Le plus important, c'est le document qu'a fait Inmarsat. Et donc là, vous avez la photo de Mark Dickinson, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et qui a vraiment été peiné, enfin touché, du fait qu'on dise qu'il avait triché, qu'ils avaient truandé les informations. Alors que pour ceux qui connaissent un peu ce qu'est Inmarsat, une société qui fournit depuis des années des informations pour les bateaux, je ne vois pas pourquoi ils iraient risquer de ruiner leur réputation. Donc voilà. Et donc ils ont fait un travail remarquable. Le point après, c'est important parce que c'est le début de ce qui est aussi, ce que vous verrez dans mon livre, les interférences entre le pouvoir politique et l'enquête. Ça arrive que des bureaux enquête accidents ne soient pas totalement indépendants du pouvoir politique et qu'il y ait des influences politiques. Et puis le gros document, c'est le rapport d'investigation, qui a été critiqué parce qu'il n'y a pas le pourquoi, il y a le comment, il y a beaucoup de choses. Il a été validé par le BOA. Par contre, il n'y a eu aucun commentaire de l'Indonésie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu donner les informations de leur radar primaire. Alors, une des conséquences quand même de cette disparition, de même que la MH17 a eu des conséquences au niveau de l'OACI, des questions qui se posent à l'heure actuelle, qui a l'autorité pour interdire ou pas autoriser une compagnie aérienne de survoler un espace? Donc ça, c'est les conséquences du MH17. Et le celui-là, a eu comme conséquence le développement de ce système que vous pouvez lire, et donc vous avez lu déjà depuis longtemps les 4 points de ma présentation. Le seul problème, c'est qu'on peut toujours faire disparaître un avion, pour la bonne raison que le principe à bord, c'est que le commandant de bord peut couper tout ce qu'il veut. Il peut couper le moteur, à condition qu'il coupe le bon, pas comme ce qui s'est passé à Taïwan où c'est gouré, ils ont coupé le mauvais. Le pilote peut couper le transpondeur et l'électricité. D'accord. Il n'y a pas de moyen de surveillance indépendant, le radar primaire est limité, et il n'y a pas de système à bord qui bypasserait le pilote et qui permettrait de communiquer entre le sol et le bord sans que le pilote puisse le couper. Alors ça, c'est pas la peine de lire en détail, c'est le point important, c'est que le 8 mars, pour le 12e anniversaire, le bureau enquête accident Malaisie a annoncé que la deuxième phase était terminée, qu'ils n'avaient rien trouvé, et que une phrase un peu ça, qui continuerait à s'intéresser aux familles. Alors, pour moi, c'est un échec de ces 3 composantes. La Malaisie qui avait signé ce contrat, qui lui coûtait rien, et surtout, je trouve qu'ils ont fait l'erreur vraiment d'attendre le 8 mars pour annoncer, alors que dès le 23 janvier, des gens comme moi qui suivaient savaient que les recherches étaient terminées. D'accord ? Et c'est pour ça que les familles ont envoyé cette lettre, c'est la traduction française que vous pouvez lire. D'accord? Vous avez lu? Alors, Ocean Infinity. Alors, Ocean Infinity, c'est... Voilà, j'ai essayé de trouver ce genre d'informations. Alors, le contrat à mon avis, ils ont dépensé plus que leur bénéfice annuel. D'accord. Alors, c'est évident, enfin, c'est évident pour moi, que c'était de la com parce que le business de Ocean Infinity, c'est ce qui est écrit là, avec des enjeux qui sont des enjeux plus importants que jamais. Et comme vous le verrez tout à l'heure, j'ai une petite vidéo, en fait, ces données sur le fond de la mer, ils peuvent les vendre. Ils vont peut-être les vendre, on le verra. Et surtout, c'était l'occasion, ça c'était l'ancienne génération des armadas, ces bateaux. Vous voyez, c'est des bateaux usines,
Et en bas, c'est les drones. Parce que c'est un ensemble. Le bateau et les drones, c'est cet ensemble qui fait les outils de recherche. 30 Et- secondes, Jean-Marc, Ouais. excuse-moi. Il semblerait que les gens à l'extérieur n'aient pas de son. Normalement, c'est le son de la salle. Je n'ai pas la maîtrise là avec cette Non, mais là, interface. il est allumé ou pas? Ça, c'est le mien, ça. Et ça? Ça, c'est autre chose. C'est le son là. Oui, normalement, c'est le son là. Oui, mais On n'a touché à rien. c'est la salle qui décide. Hein. C'est automatique. On a le son. Bon. C'est bon? Oui, nous entendons. Bon. Alors, et donc ça, c'est la nouvelle génération des Armada d'I-86. Hein. Vous pouvez les voir sur Marine Traffic. Hein. Parenthèse, en ce moment, c'est intéressant de voir Marine Traffic dans le détroit d'Ormuz. Et donc, voilà le bateau le 8605 qui a fait ces recherches. Et donc, là, le MH370, c'est de la pub d'Ocean Infinity pour cette nouvelle génération de bateaux. Alors, ce contrat, voilà, j'ai mis en rouge qui est un point important. Ils n'ont donné aucune information sur leur zone de recherche. D'accord ? On ne sait pas pourquoi ils sont allés là. La fois d'avant, ils étaient allés à peu près dans le même coin. On ne sait pas pourquoi ils ont allé. Enfin, ça. Vous avez vu que les familles voudraient qu'il y ait une extension parce que je n'arrive pas à savoir, puisque ce contrat, il n'y a rien d'officiel, s'il est pour quelle durée. Ça. Alors surtout, ce qui est important, c'est la dernière ligne. Je vous dis que dès le 23 janvier, on savait que c'était arrêté pour la bonne raison que l'Armada est parti de Perse, il a coupé son transpondeur, comme dans le détroit d'Ormuz, les bateaux, ils coupent leur AIS, enfin certains bateaux, notamment la flotte fantôme des Russes, là, et donc il a coupé son AIS, il est parti de Perse, vous voyez, on voit Fremantle, il est allé à Pago Pago, voilà, et il y a 4000 nœuds. La vitesse, c'est 10 nœuds, je vous ai dit, c'est pas un bateau super rapide. Et donc, il a mis 18 jours. Voilà. Et pendant 18 jours, il avait coupé son transpondeur. Alors, Pago Pago, c'est un territoire un peu comme américain. Si vous avez du temps, vous allez voir ce qu'est les îles Samoa américaines, US Samoa. C'est un peu comme l'autre État américain là, dont on parle beaucoup. Non. Non, pas le Groenland. Porto Rico. C'est à peu près le même statut que Porto Rico, mais c'est paumé au milieu du. Alors aussi, moi j'ai eu du mal parce que quand j'arrivais pas à savoir à quel jour il arrivait, parce que j'avais pas repéré que c'était juste sur la ligne de changement de jour. Bon, ouais, voilà. Alors la recherche. Vous savez, quand je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Australie ou en Chine, on a tendance à plaquer la carte de France sur ces pays-là quand on regarde une carte. Sauf que l'Australie, c'est la même taille que l'Europe, d'accord ? Et que l'océan Indien est grand. Et puis surtout, c'est un peu vanté. C'est-à-dire que l'endroit où sont les recherches, vous voyez l'Australie, les 40e Ogissant, c'est là où passe aussi le Vendée Globe. Donc il y a du vent. Et donc pour faire des recherches dans ce coin-là, pendant 3 semaines, ils ont fait les recherches. Un bateau qui était soit à l'arrêt, soit à 10 km. Je peux vous dire, ça roulait et l'équipage, il a souffert. Hein. Donc c'est pas un endroit de plaisir. C'est pour ça que les recherches, ils peuvent les faire que pendant l'été austral là-bas et pendant l'hiver. Et donc là, on va pas tarder à arriver dans l'hiver austral. Donc de toute façon, c'est râpé pour cette année, si je puis dire. Ça sera au mieux l'année prochaine. Bon, voilà. Alors, c'est un échec aussi pour ces gens, ce qu'on appelle les machistes, tous ces gens comme moi qui ont rien d'autre à faire que d'essayer de trouver des choses sur cet avion. Et vous verrez, plus tard je vous expliquerai, à ce moment-là on passera un peu dans la technique, qu'il y a une espèce de trajectoire officielle qui a été celle qui a été choisie par tout le monde, mais qui faisait l'hypothèse que vous voyez là. C'est-à-dire que l'avion, à un moment donné, il était en pilote automatique, d'accord ? Voilà. Et pour justifier a posteriori
ça, on a inventé le suicide du commandant de bord. Alors, vous verrez, le début de mon livre, je dis que ceux qui ne croient pas dans les informations de Marsat, qui pensent que ça, c'est même pas la peine de lire mon bouquin. Moi, je pense, de toute façon, c'est pas non plus un problème technique. Il y a, comment ça s'appelle, Xavier Tillerman, le rédacteur en chef d'Ere Cosmos, a inventé une option technique auquel j'ai rien compris. Je n'ai même pas sûr si vous comprenez. C'est le seul qui continue à avoir une vague idée que ça peut être un problème technique. Moi, j'y crois pas du tout. Et donc, vous allez voir, et là, on va passer un peu dans la technique. Voilà, c'est qu'il faut, et c'est l'idée de mon livre, c'est que pour choisir entre des milliers de trajectoires possibles, il faut avoir un scénario de détournement. Voilà. Donc, un peu de technique. Alors, voilà, d'abord, voilà les recherches en 2014. Alors là, les recherches en 2014, d'abord, il y a eu des recherches dans la mer de Chine. Sauf si vous me poussez à poser des questions par rapport à ce que raconte Florence de Changy, que Jean-Paul connaît bien, parce qu'il s'est retrouvé avec lui à des émissions de télé. La mer de Chine, il y a des explications pourquoi au début ils cherchaient dans la mer de Chine. Et puis après, quand sont arrivées les informations d'Inmarsat, ils sont allés au sud, et c'est là qu'ils sont allés le chercher. Bon. Ensuite, il y a eu la première phase d'Ocean Infinity, En Marche, 2025, voilà, dans la zone qu'on voit en violet en bas, d'accord? Et puis, voilà la zone qui a eu lieu en janvier. Donc, vous voyez la distance de Fremantle, c'est-à-dire qu'il fallait déjà 8 jours pour y aller. Là, on voit le trajet, toute la trajectoire qu'ils ont pu faire, d'accord, voilà. Et maintenant, je vais passer à ce fameux message Inmarsat. Les messages Inmarsat sont des messages de service comme dans vos téléphones cellulaires. En France, on appelle ça des téléphones mobiles. Aux États-Unis, on appelle ça des cell phones, parce que vous savez très bien que ça fonctionne avec des cellules. Et donc, il y a des messages de service pour savoir dans quelle cellule vous êtes à tout moment. Les messages d'Inmarsat, c'est la même chose. Et, tenez-vous bien, ils ont décidé de les enregistrer après la disparition de l'Air France 447. Sans savoir si ça servait à quelque chose. Ils ne s'en sont jamais servis. Eux seuls le savaient. Et ça a été leur première utilisation. Alors, le problème des télécommunications par satellite, c'est que il y a un satellite géostationnaire, il y a un endroit de réception qui se trouve justement en Australie, et il y a l'avion. Alors, le géostationnaire, il est très haut, ça se passe à la vitesse de la lumière, mais il faut quand même un certain temps. Et surtout, les communications par... Alors, je vous raconte des choses que j'ai appris que des copains plus compétents que moi m'ont expliqué. Donc, j'essaye de vous raconter ce que je crois avoir compris. Alors, s'il y avait Raymond Rousseau qui était là, il dirait que je raconte des bêtises, mais bon, donc c'est dans les limites de mes compréhensions. Ça coûte tellement cher, les communications par satellite, qu'on peut parler que dans un créneau. Et pour ajuster le créneau, on fait un ajustement de temps. C'est ça qu'on appelle le burst time offset. Et grâce à ça, eh bien, on arrive à projeter un cône sur la surface de la Terre qui permet de savoir que toutes les heures, l'avion, à un moment donné, a croisé ce cercle sur la Terre. D'accord? Et, beaucoup plus compliqué, la fréquence offset, c'est pour compenser vous savez, le problème de Doppler. Donc là, il faut ajuster, dans les communications par satellite, il faut ajuster la fréquence un peu. Autrefois, dans la voiture, il fallait ajuster la fréquence pour entendre la radio. Là, il faut ajuster la fréquence. Et ce frequency shift est le résultat de cette équation avec 6 inconnus. Et certains de ces paramètres dépendent de la position et de la vitesse du satellite, parce que le satellite, ça bouge, et ça, on le connaît, il y a les effets éphémériques, donc ça, c'est possible, et ça dépend des 6 composantes de l'avion X, Y, Z, VX, Y. Et si vous voulez faire, il existe un tableur qui a été fait par un professeur de je sais pas où, à Singapour, je crois,
vous rentrez les données, les 3 composantes, et à la fin, vous vérifiez que les valeurs que vous avez calculées sont proches des BFO qui a été enregistré. Et si la différence est de moins de 7 Hz, bingo, ça veut dire que votre trajectoire est valide. Mais, à l'inverse de ce que les gens pensent, ce n'est pas le BFO, le BTO qui permettent de calculer la trajectoire. Il faut faire des hypothèses de trajectoire. Et pour faire des hypothèses de trajectoire, il faut faire des hypothèses opérationnelles et techniques de la trajectoire de l'avion en fonction de sa consommation de carburant, de tout ça. Et dans le document d'Inmarsat, ce qui est écrit là en rouge, c'est ça. Ils disent que c'est un exemple et qu'il y a une trajectoire potentielle. D'accord? Alors, le scoop qui date du 3 mars, parmi les amateurs qui bossent sur ce sujet-là depuis 10 ans, il y a un groupe qui s'appelle l'Independent Group, qui est animé par un certain Victor Agnello. J'ai pas la bonne version, ça s'écrit pas comme ça, j'ai pas pris la bonne. Si Agnello, ça s'écrit pas comme ça, ça s'écrit I-A-2-N-E-L-O. Alors, ce site, c'est des, comme on dit poliment, des sodomisateurs de coléoptères. Je ne comprends que le centième de ce qu'ils racontent. Ils se battent, les trucs, vous savez, c'est incroyable. Par contre, ce qui est important, c'est que ce leader dit, finalement, la trajectoire pour laquelle Ocean Infinity n'a pas trouvé l'épave, peut-être qu'il y a d'autres options qu'on pourrait prendre. Et à ce moment-là, il a dit, mais il y a un gars qui s'appelle Ed Anderson, qui avait utilisé une autre idée, c'est d'utiliser des hydrophones. Et donc, Ed Anderson, il a fait ça en 2019, et j'avais été en relation avec lui. Et dans le rapport, alors évidemment, c'est une des annexes J du rapport, il est déjà évoqué l'idée d'utiliser voir s'il n'y a pas eu un événement qu'on aurait pu détecter avec ce réseau. Et ce réseau, qu'est-ce que c'est? Vous le voyez à la fin. C'est un réseau qui a été mis en place pour essayer de vérifier qu'il n'y avait pas d'essais nucléaires au fond de la mer ou dans des endroits. Et donc ça, c'est géré par une espèce d'association qui se trouve en Autriche, et les données sont publiques. Pourquoi les données sont publiques? C'est que ça permet à chaque pays de vérifier qu'il n'y a pas un autre pays qui s'amuse à faire des essais nucléaires. D'accord? Alors, la vie est étonnante. Ça, c'est des photos de la pose d'un hydrophone dans les îles Crozet par un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne. Et c'est un copain qui a été le commandant de bord du Marion Dufresne qui m'a envoyé des photos. Vous voyez un hydrophone. C'est marrant la vie quand même. D'accord? Et alors, si vous avez du temps, allez voir ce site. C'est fabuleux, ce site, sur les ondes, ce qu'on peut faire avec les ondes qui sous l'eau se propagent beaucoup plus vite que dans l'air, avec des travaux sur la communication entre les baleines. Est-ce que les baleines parlent entre elles? Et comment, avec ça, on peut détecter non seulement les bancs de poissons, mais savoir quel type de bancs de poissons, parce que la façon dont les poissons bougent leur nageoire, les ondes sont différentes. Et c'est là-dedans qu'il y a un chapitre qui s'appelle « How Sound Used to Monitor Nuclear Testing ». Et quel résultat? Voilà l'endroit où ce monsieur a vu qu'il y avait un problème dans cet endroit qui est au sud de Sumatra. D'accord? Et voilà la trajectoire qu'il propose. Alors pour ceux qui ont lu mon bouquin, cette trajectoire, elle est dans mon bouquin. D'accord? Et là, j'ai pas le pointeur, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus. Non. Là, ce que vous voyez très mal, c'est où ça tourne. C'est des îles qui s'appellent Coco Island, et après ça passe au-dessus de Christmas Island. Alors Coco Island et Christmas Island, comme toujours quand on bosse sur des sujets, on apprend des tas de choses sur l'histoire. C'est des îles qui sont australiennes,
et qui ont la particularité d'avoir des cocotiers et surtout des crabes. C'est là où il y a les crabes migrateurs. Et les gens vont là-bas pour visiter. Alors ce qui est moins drôle, c'est que Christmas Island, c'est aussi un endroit où les Australiens, qui sont très gentils avec leurs boat people, les mettent dans un centre de rétention. Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais passer, donc ça, c'est le scoop. Alors maintenant, ceux qui ont lu mon livre, je pense, mon idée, c'est pour choisir entre toutes les trajectoires, il faut qu'il y ait une bonne raison de ce détournement. Parce que c'est un détournement. Alors, est-ce que c'est un détournement du pilote tout seul ou est-ce qu'il a été poussé par quelqu'un? Ceux qui ont lu le bouquin, ils ont la réponse. Voilà. Et donc, vous pouvez lire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, M. Anwar Ibrahim est le Premier ministre depuis 2022. Et ce monsieur a eu un rôle dans toute cette histoire. Et maintenant, il se retrouve Premier ministre. Alors, à la fin de mon livre, voilà ce que j'ai écrit. Quand j'ai écrit même les démocraties, évidemment, j'ai pensé que la France en faisait partie. Alors, j'ai certes, et vous verrez qu'il y a de la corruption, mais il y a des progrès en Malaisie, il y a une presse indépendante, il y a une justice qui est de plus en plus indépendante. Ouais. Donc, à la limite... Voilà. Et donc, vous pouvez lire le texte qui est là. Je suis presque dans les temps, là, demi-heure. Vous avez lu? Ok. Voilà. Donc, vous pouvez lire mon scénario. C'est bon? Non. Encore une minute, monsieur le bourreau. Comment? Comme disait. Bon, bah vous me dites, c'est bon. Attention avec Pendant cela, moi, je me repose. C'est bon? Alors, la Malaisie. Alors là je dirais, là, tout ce qui est parti là, c'est comme dans les séries ou dans les films, c'est les bonus. D'accord? Alors, la Malaisie, vous voyez, il y a des montagnes des deux côtés. À droite, c'est l'île de Bornéo. Ça explique pourquoi le sud de Bornéo, c'est l'Indonésie, et le nord, c'est la Malaisie. Et le nord de la Malaisie, dans ces endroits-là, il y a encore ce qu'on appelle des minorités ethniques. Là, c'est la Malaisie, avec quand même la particularité d'avoir Singapour, qui est quand même un truc particulier, et puis Brunei, qui est aussi c'est le seul mauvais livre comment il s'appelle, qui a l'Académie française, qui a fait de très bons livres là. Bref, c'est mauvais. Le seul livre qu'il a fait sur Brunei est mauvais. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. La Malaisie. Ce qui est important, il y a eu au début quelques problèmes, a été le créateur de cette association. Un peu ce que promeut maintenant le Premier ministre canadien. Il dit les pays moyens, ils ont intérêt de s'organiser. Et l'ASEAN, c'est évidemment quelque chose qui est organisé par rapport à la Chine. Et ils ont réussi à regrouper presque tout le monde. Ce qui est important, la Malaisie, dans cette région du monde, c'est le seul pays, à part avec quelques petits problèmes au début, qui n'a connu aucune guerre civile. Pensez aux pays, à tous les pays de la région, il y en a même qui sont encore en guerre. La Malaisie a échappé à ça. Je sais pas. Alors, peut-être. Bien, voilà pour avoir une idée, donc c'est la moitié de la France, la capitale. Il y a une langue officielle, mais ils parlent aussi l'anglais, le mandarin. Vous verrez pourquoi. D'accord? Alors, la Malaisie, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est une monarchie constitutionnelle avec des sultans.
Si vous lisez le sortilège du Malais, je sais plus, ouais, je crois. Il y a eu un moment même un sultan qui était blanc, un temps d'occupation. Ruffin, l'écrivain. Comment? Ruffin. Ah voilà, c'est Ruffin, ouais. Son livre. Moi je le connais. Il est berrichon. Ouais. Bah, son livre sur le Brunei n'est pas terrible. Bon, alors donc, et tous les 5 ans, il se passe la main et c'est le plus vieux qui prend. Voilà, assez étonnant. Et il respecte la démocratie. Un taux d'alphabétisation de 96%. Et vous voyez, premier conducteur de mal, manque de peau d'huile de palme, qui a des conséquences écologiques dans leur pays, parce qu'ils font ça. C'est la bourse des finances, de la finance islamique, quelque chose de très étonnant, dont la façon de fonctionner, la finance islamique, n'est pas la même que la nôtre. Et ils sont en train de développer un port, un terminal, pour concurrencer Singapour. Donc c'est pas un petit pays sous-développé. Hein. Voilà. Alors, depuis l'indépendance, il y a eu un parti, qui s'appelait le Grand Parti, que j'ai mis en jaune, et celui qui a été le père, là, dont vous voyez la photo, qui est assez étonnant, ce parti a perdu les élections en 2018. Et ça, c'est très important pour l'enquête. Et celui qui est revenu au pouvoir, c'est ce monsieur, quand il est revenu au pouvoir, à la surprise générale, il avait 95 ans. Maintenant, ce monsieur a 100 ans. D'accord ? Bien. Et il y a donc celui qui a perdu les élections, c'est ce monsieur Raza. Et puis surtout, depuis 2020, c'est monsieur Anwar Ibrahim qui a été nommé par le sultan avec une coalition parce qu'il n'a pas la majorité. Donc voilà. Ouais. Alors ce monsieur, il était Premier ministre quand le MH370 a disparu. Il a perdu les élections en 2018, mais manque de peau. Le précédent, il a fait aussi de la corruption, mais il a fait en sorte qu'il arrose beaucoup de monde. Tandis que lui, c'est surtout sa famille qui en a profité. Et il a fini par être jugé. Il est en prison. Et dans les nouvelles en Malaisie, il continue à y avoir des débats. Est-ce qu'il ne pourrait pas être pardonné? Parce que lui, il continue à prétendre que les millions de dollars qu'il a eus, c'était l'Arabie Saoudite qui lui a donné gentiment comme ça, que ce n'est pas du tout de la corruption. Alors, toujours dit qu'il est en prison. Voilà. Alors, Anwar Ibrahim, ça a été un peu toute proportion gardée. Comme... Ah, il y a de l'écho. C'est bon. On est sur l'écoute. Ouais. Ça y est, on est sur l'écoute, ça y est. Le gouvernement malaisien m'a foutu sur l'écoute. Déjà, parler, ça m'est pénible, me réentendre, ça c'est affreux. Je pense que ça vous est arrivé de vous réentendre, c'est infernal. Bon, manque de peau, ça va être enregistré, tout ça. Bon, et donc là, c'est un peu comme je dirais à un moment donné, par rapport à la CFIO, les jeunes socialistes. C'est-à-dire, à 20 ans, il a été président et il s'est toujours positionné contre la corruption. Et ça n'a pas plu. Et donc, il n'a pas arrêté d'être mis en prison pour essayer d'éliminer de la vie politique. D'accord ? Et donc, on parlera du détournement de l'avion. Et en fait, dans la victoire de l'opposition en 2018, il était en prison, il ne pouvait pas se présenter, mais il a soutenu cet homme respectable de 95 ans qui a pris le pouvoir. Voilà. Alors maintenant, il me reste un quart d'heure pour la discussion. Donc, voilà. Alors, voilà le vol de la Malaysian Airlines, ça vous savez. Alors, Guylain Vatrelos, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'étais allé plusieurs fois avec lui, je l'ai vu en tête-à-tête. J'ai du respect pour lui, pour l'homme. Et là, systématiquement, il me dit qu'il est d'accord, non seulement il est d'accord, mais il souhaite que quand moi je fais des présentations, je montre lui, sa femme Laurence, ses 2 enfants Ambre et Adrien, parce que son but c'est qu'ils ne soient pas oubliés. Alors sur cette photo, il y a un deuxième fils qui s'appelle Alexandre, qui n'était pas là parce qu'il était en train de faire ses études à l'école polytechnique.
Je vous recommande ce livre. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec sa théorie, il le sait, mais c'est très intéressant pour voir comment comment il a vécu les annonces successives. Donc c'est à la limite entre son bouquin et le mien, achetez plutôt le sien. Bon, voilà. Voilà. Alors, le commandant de bord, voilà. Donc c'était quelqu'un d'expérimenté. On a raconté qu'il avait une maîtresse, qu'il avait des problèmes d'argent, etc., etc. Sa photo, il manque un de ses 3 enfants, mais bon, ça ne dit pas tout une photo. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'il faisait des petites vidéos en utilisant comme pseudo un hydravion qui est cet hydravion-là. C'est marrant, quand même, non? Bon. Le jeune pilote, alors c'est une histoire encore plus folle, il venait juste d'être qualifié. Pour les gens qui sont pilotes ou les gens qui connaissent un peu les pilotes, quand on est qualifié, en plus qualifié sur un 707, qui est le fleuron de la compagnie, avec un 717, ouais. C'est un lapsus, excusez-moi, et qui, avec un commandant de bord respecté, et surtout en février 2014, il y a Richard Quest, le journaliste de CNN, qui, dans les 15 jours de la disparition, est resté jour et nuit à l'antenne de CNN. Il l'avait rencontré, il avait pris une photo de lui. Il y a quand même des coïncidences assez extraordinaires. Bon, alors, le vol était là, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est la trajectoire. Ça, c'est le début. Ça, c'est extrait du rapport d'enquête. La première partie, il n'y a rien d'inquiétant. C'est normal. Et surtout, cette première partie permet de récupérer plein d'informations. Parce qu'à ce moment-là, la CARS fonctionnait et on a des informations sur la consommation de carburant, et en particulier qu'il y avait un moteur qui consommait plus que l'autre. Et on a confirmé ce que le pilote avait dit. Voilà. Alors, là, le moment où il s'interrompt, alors là, ça c'est aussi pour les gens qui connaissent la TC, choisir le détournement au moment du transfert de fréquence, en plus dans un espace qui avait été délégué à la Malaisie, vous ne pouvez pas faire mieux. C'est le meilleur moment. Alors pourquoi? Ce que j'explique, et c'est aussi ça qui m'intéresse dans mon livre, c'est de montrer à quel point le contrôle du trafic aérien, dans le monde entier, est encore fondé sur la VHF, sur des méthodes. Comme j'ai eu des postes de responsabilité dans ce domaine-là, je pense que j'ai raté mon coup, parce qu'on continue à utiliser la VHF. Bon. Donc, alors la deuxième heure de vol, alors là c'est aussi plus extraordinaire. Il s'est planqué pour ne pas être repéré par les militaires. Il a suivi une voie aérienne, et en plus entre deux espaces. Et donc les militaires, ce qu'ils essayent d'observer, quand ils ne sont pas en train de dormir, ça, c'est les avions pénétrants, mais les avions qui sont à la frontière. Alors, dans mes copains de l'Académie de l'air et de l'espace, il y a des anciens militaires, des gens qui ont des hautes responsabilités, qui vont dire « Oh, c'est des nuls, nous en France, on n'aura jamais... » Effectivement, en ce moment, ils sont un peu sur les dents, mais il y a 20 ans, il y avait des avions russes qui traversent tout l'espace aérien sans qu'on s'en rende compte. Donc, dire que les militaires malaisiens sont des mauvais, moi, je ne crois pas. Alors, en plus, voilà le genre de trafic qu'il y a. À cette heure-là, il y avait encore du trafic. D'accord ? Là, c'est le détroit, vous pouvez aller sur Marine Traffic, ça c'est le détroit de Malaya. Et donc, quand il a coupé, et on sait qu'il a coupé l'électricité, parce qu'à un moment, l'électricité s'est remise, et à ce moment-là, les messages Inmarsat ont redémarré, mais de façon anormale. Donc on sait que l'électricité a été coupée, puisqu'elle a été remise de façon anormale. Et donc, c'est déclenché une turbine qui permet d'avoir un minimum de fonctions dans le cockpit, parce qu'au début, il a dû faire du pilotage plus ou moins à la main, en regardant au sol, parce que c'était les jours, et puis après, c'était plus confortable quand même de remettre en service le système. Mais en attendant, il a piloté l'avion avec le minimum d'informations, et c'est arrivé avec un avion de la LATAM qui a eu ce problème, coupure complète d'électricité, et grâce à la rate, il a réussi à se poser. Heureusement qu'il y a encore des pilotes dans les avions. Et là, il n'y avait plus de TICAS, l'anticollision, et en fait, il devait faire de la détection, surtout pas, avant, le plus longtemps possible, il n'a pas remis en service parce que le TICAS, les avions en face l'auraient repéré, donc il a dû regarder s'il n'y avait pas d'avion en face. Bon, voilà, l'avion a été piloté, il n'a pas disparu, voilà les différents messages d'Inmarsat.
et les débris. Alors les débris, là, vous les voyez à peu près. On a la localisation des débris, le fait, en suivant les couleurs, si on en est sûr, si c'est almost certain, etc., etc. En particulier, le fameux flapon, le flapon qui était à La Réunion, il est considéré comme sûr. Malgré Florence de Changy qui dit que c'est faux et que non seulement l'avion a été descendu en mer de Chine, mais c'est les services secrets américains qui ont transporté le flapon à La Réunion. Impossible. Hein, d'accord ? Impossible. Impossible, on est d'accord. Bon, voilà. Alors, le problème de beaucoup de simulations, parce que Boeing a travaillé aussi, c'était l'avion était non piloté, puis à un moment, il n'y a plus de carburant, paf, il s'est cassé la figure. Et quand un avion se casse la figure à sa hauteur, en général, il y a plein de débris. Or, il n'y a pas eu de débris. À un moment donné, il y a eu un satellite, vous savez, les satellites français qui s'appellent, qui avaient dit qu'ils avaient peut-être trouvé des débris, mais en fait, ce n'était pas des débris, c'était des bateaux. Et alors là, il y a quelque chose d'étonnant, c'est un ami qui est d'origine grecque, qui a fait ce que le bureau, le service technique. Alors, le flapon, il est toujours en France parce que c'est une pièce à conviction dans l'enquête policière que fait la GTA, qui est toujours en cours. Donc, qui est donc toujours dans les locaux de la DGA, dans un service qui a fait une étude de la constitution du matériau, des questions pour savoir si le flapon était aligné ou pas, etc., mais n'a pas fait vraiment d'études approfondies. Alors, soit ils n'ont pas l'idée, soit ils font. Et donc, mon copain Argyris a fait une étude, et cette étude, avec sa compétence et des outils informatiques extrêmement puissants, sa boîte était spécialisée dans ce genre de choses. Par exemple, elle a fait des études après l'accident du Lockheed, là, pour essayer. Et donc, son analyse, qui est aussi dans mon bouquin, explique comment l'avion, en fait, le pilote, même s'il était expérimenté, il a raté son atterrissage. Et à ce moment-là, l'avion ne s'est pas éclaté en petits morceaux, mais s'est éclaté en gros morceaux. Il y a quelques petits débris au bord qui sont tombés. Vraisemblablement, la cabine étant complètement pressurisée, c'est pour ça qu'on n'a pas vu de gilet de sauvetage. D'accord ? Et alors, bon, j'ai dit que je faisais court. Bon, alors, les autres indices, j'ai trouvé un interview dans War Ibrahim, d'accord ? Vous savez que le commandant de bord, la seule responsabilité qui reste au commandant de bord, c'est de décider la consommation de carburant. Parce que tout le reste, la préparation des vols, c'est le CCO. C'est comme le capitaine d'un porte-container. Le remplissage des containers, le routing, tout ça, c'est fait à partir d'un CCO. Les CCO, j'ai visité celui de la CMA CGM, qui ont copié ça sur le CCO d'Air France. On en parle d'ailleurs dans le dossier avec Jean-Paul. Et la seule autorité qu'il a, c'est de vérifier que la ligne de flottaison n'est pas en dessous de l'eau. Tout le reste, voilà. Et donc, le commandant de bord a la responsabilité de mettre ou pas de carburant. Bon, aux États-Unis, le dispatcher, il y a une co-responsabilité entre le dispatcher et le commandant de bord. Pourquoi ? Parce qu'un avion, plus vous le remplissez, plus il consomme. Et donc, il faut trouver un équilibre, pas mettre trop. Et le commandant de bord a rajouté beaucoup plus de carburant que ce qui était nécessaire pour aller, avec même les aéroports de déroutement, comme vous savez. Et puis surtout, il a passé un coup de téléphone sur le tarmac. Et ça, un pilote qui passe un coup de téléphone sur le tarmac avec une carte SIM non enregistrée, c'est quand même un peu bizarre. Voilà. Donc, son simulateur. Alors, le simulateur, son soi-disant simulateur sur lequel on a trouvé des trajectoires dans le sud. En fait, là aussi, un hasard, le FBI était là parce qu'ils avaient un contrat pour aider la police malaisienne à se développer. Et donc, quand les Malaisiens, Jean-Paul est allé les voir, ils étaient un peu paumés à ce moment-là, ils ont dit au FBI, venez avec nous, on va faire la perquisition chez le pilote. Et là, le FBI, ils ont piqué le simulateur, et le simulateur, il est toujours au centre de recherche du FBI en Virginie, avec le point important,
c'est que selon la loi américaine, comme il y a eu au moins un citoyen américain, l'enquête judiciaire n'est pas terminée non plus aux États-Unis. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc ma théorie, vous l'avez vu, voilà, ils voulaient attirer l'attention du monde entier sur le fait que Anwar Ibrahim allait être condamné et qu'il ne pourrait plus se présenter aux élections. Manque de peau, il s'est gouré dans les calculs de carburant. Il n'était pas du tout dans... Vous avez vu le film Sully qui est extraordinaire. Si Sully a réussi, et pour deux raisons, c'était l'Hudson, qui n'est pas la même chose que l'océan Indien, et surtout ils étaient deux. Et Sully Sunger, il y a des gens de l'académie qui ont rencontré Sully Sunger, qui était quelqu'un de remarquable, qui est encore quelqu'un de remarquable, a toujours dit qu'ils avaient fait à deux. Et quand vous regardez ce film remarquable, vous voyez très bien le boulot qu'ils font tous les deux pour... Donc là, avec un pilote tout jeune, il ne pouvait pas. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc à mon avis, voilà les coupables. Celui qui a eu l'idée du détournement, est-ce qu'il a convaincu ou forcé à le faire? Vous savez, dans des partis politiques ou dans le truc, il peut y avoir des gens hyper zélés à qui viennent des idées sans forcément en parler au chef. Hein. Ça arrive, même dans des organisations. Évidemment, le coupable, c'est celui qui l'a accepté. Alors j'ai mis hybride pilote, ça c'est, il n'y a pas de pilote dans la salle, j'aime bien agacer les pilotes. Voilà. Bon. Farid parce qu'il n'a pas pu résister. Et puis, alors, X, est-ce qu'un jour, sur son lit de mort, il va dire la vérité? J'en sais rien. Mais en fait, ceux qui sont responsables, bah, c'est Anwar Ibrahim qui a eu la mauvaise idée de critiquer la corruption, le Mohamed. Alors, en chinois, le premier nom, c'est le nom de famille. Donc, Si, c'est le nom de famille. Xi Jinping, c'est le prénom. En malais, j'ai toujours pas réussi à comprendre parce qu'ils n'ont pas de nom de famille, etc. Donc, pour plus simple, dans mon bouquin, je l'appelle Anwar parce que je sais pas. Et l'autre, Mahathir. Donc, Mahathir, il l'a fait empoisonner. Et puis, le deuxième responsable, c'est Najib, qui l'a fait aussi empoisonner pour essayer d'éviter qu'il manque de peau. Bah, au final, c'est Najib qui a été en prison et puis l'autre qui est devenu Premier ministre. Voilà. Et j'ai tenu, hein, en une demi-heure. Voilà. Bon alors, voilà, donc si vous avez le droit, bien sûr, de me poser toutes les questions, avec une règle qui est ma règle. Il n'y a jamais de questions idiotes. Par contre, il peut y avoir des réponses stupides. Une question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui partagent ton scénario? Non. C'est le seul? Ouais. Alors, je l'ai largement diffusé. Oui. J'ai eu la chance que l'Académie de l'air et l'espace l'a mis sur le site. Je me suis permis de l'envoyer à un certain nombre de journalistes avant même que les recherches s'arrêtent. Il n'y en a pas un qui m'a répondu. À coup sûr, les services secrets américains l'ont. Ah bah ma femme depuis le début me dit mais Jean-Marc, pourquoi ça dure aussi? J'ai dit Jean-Marc, arrête tes conneries, un jour on va avoir des ennuis. Et non, bah peut-être trop tard. Non, parce que la question que je me pose, c'est je pense, alors les complots américains, j'y crois pas, donc je pense que c'est vraiment ça. Je pense que au moins jusqu'à l'arrivée de Trump, les Américains n'avaient pas intérêt à embêter la Malaisie parce que c'était un endroit où il commençait à y avoir beaucoup d'investissements dans la crainte que Taïwan soit prise par la Chine, notamment de sociétés qui construisent des chips. Donc il y avait beaucoup les grands Américains qui commençaient à s'installer. Et je vous l'ai dit, avec la ASEAN, c'était un espèce de contre-pouvoir vis-à-vis de la Chine, et en particulier les premiers ministres malaisiens ont refusé d'adhérer aux nouvelles routes de la soie. Donc c'était je pensais que pour les États-Unis, ils avaient intérêt à ne pas embêter la Malaisie. Maintenant avec Trump, et le silence chinois.
Alors, comment tu l'expliques? le fait que ce que je raconte... Il y avait une majorité de Chinois avant. Il y avait une majorité de Chinois, puisque vous l'avez vu, il y a 30% de Chinois, comme souvent dans tous ces pays là-bas, il y a des Chinois. Les Chinois n'ont pas vraiment la possibilité de s'exprimer. Il y a eu un moment, un malaise entre la Chine et la Malaisie, parce que la Chine trouvait que la Malaisie ne faisait pas bien le boulot. J'ai pas vraiment accès à des médias chinois. Et puis, j'ai envoyé ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon document. Alors, le livre est en français. Les deux annexes, elles sont en anglais. Et en plus, j'ai fait un texte en anglais que j'ai envoyé à ce groupe qui sont actifs sur le site de Family. Et il y en a un si on a le temps, je vous montrerai. Ce qu'on peut voir, je peux montrer aussi autre chose. J'y vais vite. Là, allez voir des vidéos sur ce qu'on découvre au fond de la mer maintenant. D'accord ? C'est fabuleux. Fabuleux. La vie au fond de la mer, des sources d'eau chaude, la vie vient de là. Allez voir. Il y a des vidéos. Bon, j'en ai. Bon, voilà. Et donc voilà. Voilà la... En arrière, c'est ça, en arrière, je ne sais plus faire, comment on fait, voilà. Ça, c'est les gens avec lesquels je suis en relation, d'accord. Et donc, à qui j'ai envoyé ce document? Alors, Grace Nathan, c'est une avocate qui vit à Londres, mais son père était le délégué de la navigation aérienne malaisienne dans le cadre de l'OACI en Chine, d'accord. Et donc, le seul là-dedans qui m'a répondu, c'est Narendran, là, qui est d'origine indienne. C'est celui qu'on voit là complètement sur la droite, qui m'a dit effectivement, votre théorie est intéressante, mais ce n'est qu'une théorie. Enfin, c'est ce qui m'avait répondu alors qu'il y avait encore des recherches. Voilà. Donc, c'est une réponse comme d'habitude un peu longue à ta question. Donc, pour l'instant, bon, alors vous pouvez faire de la pub. Moi, surtout, mon bouquin. D'abord, comme d'autres autour de la table qui ont bossé, d'abord ça m'occupe, c'est passionnant à faire. Et puis surtout, dans mon petit village, j'ai fait plusieurs conférences et ça m'a permis, comme vous disiez pour la DNA, d'expliquer ce qu'a été mon métier, parce que c'est un peu compliqué hein, dans nos amis et la famille de savoir quel était notre boulot de la navigation aérienne. Alors en plus, sur moi, les systèmes informatiques pour contrôler le trafic aérien, alors là, bon bref. Et donc, ce bouquin m'a permis d'expliquer qui je suis à mes amis et mes voisins dans mon petit village des Moutillans. Voilà. Bon, autre question. Oui, concernant la détection radar. Un radar en route, normalement, eu égard à l'altitude à laquelle devait voler l'avion, c'est au moins 250 nautiques. Et la détection d'un radar primaire est indépendante de l'avion. Ouais. Et tu as dit que, la Malaisie n'a pas voulu donner les enregistrements. Oui. Pourquoi? Non. Ah, c'est l'Indonésie. Ou l'Indonésie. L'Indonésie n'a pas voulu. La Thaïlande a trouvé des traces parce qu'après coup ils ont enregistré. Et dans le rapport d'enquête, il y a le résultat des enregistrements radar de la Malaisie. Ah d'accord. Ouais. Et donc, le radar primaire ne donne pas la direction. Ah bah non, le radar primaire. Il donne même pas il donne. Et en plus, le radar primaire, c'est 2D. Donc il a fallu faire des calculs extrêmement compliqués pour essayer. Oui, enfin bon, on suit la trajectoire avec le radar primaire. Oui, mais ça donne pas la trajectoire future. Ah, et ben, dans le rapport, il y a la trajectoire. Alors pour continuer avec Florence de Changy, elle dit que c'est pas le vrai avion, que en fait c'est un faux avion qui a été affrété par les services secrets américains. Non, pour répondre à ta question, oui, il y a une détection radar primaire et les Indonésiens n'ont pas voulu le donner parce que la grosse question dans ces pays-là, c'est que ces pays-là, souvent, ils achètent du matériel, des avions, des radars. En général, ils donnent la responsabilité à un général qui va partir en retraite de négocier le contrat pour pouvoir avoir des pots de vin pour leur retraite.
Mais après, il ne suffit pas d'acheter les radars, il faut les installer, il faut mettre des groupes électrogènes et de faire la connexion. Donc il est vraisemblable qu'en fait, ils n'ont pas voulu donner l'information, c'est parce que leur radar, il ne marchait pas. Mais c'est de la médisance pure. Ouais. On ne peut plus basique. Le sous-titre de ton bouquin, c'est pourquoi Ocean Infinity n'a pas trouvé l'épave. Ma réponse, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit. Et j'attendais, j'espérais que ta conférence aujourd'hui nous amène à un scénario, une hypothèse de ce que pouvait être l'endroit. En 2019 ou 2021, je ne me souviens plus, j'ai invité à Bretigny pour être interviewé dans le cadre d'une hypothèse de trajectoire que j'avais trouvée particulièrement pertinente, qui se base au début sur le fait que pour qu'une trajectoire existe, il faut qu'elle y ait une intention. Et que le fait que tu as souligné là, qu'elle suive presque ce que peut le joint un trait de cire, montre évidemment que celui qui pilote l'avion a l'intention de passer inaperçu. Mais à cette époque, le groupe avec lequel tu travaillais avait également mis en avant que les débris qui ont été trouvés à La Réunion et à Madagascar, en y appliquant les algorithmes de courant de l'océan Indien, permettaient de remonter en se disant ils ont mis tant de temps à arriver à Madagascar, donc tant de temps à dériver dans l'océan Indien, permettait de remonter à un point hypothétique, supposé, mais probable ou possible d'amérissage ou de crash en mer. Et est-ce que tu as, à la lecture des nouvelles informations que tu as, sur le plan trajectographique, une hypothèse sur l'endroit auquel se trouverait l'épave, ce qui conforterait l'hypothèse de l'intention de la destination que pouvait avoir l'équipage? Alors, j'ai beaucoup bossé dans l'équipe qui s'appelait Capsio, avec Jean-Luc Marchand. Et ce à quoi tu fais allusion, c'est d'abord, il a fait une conférence à Bretigny, puis en plus, on avait aidé un gars à faire un documentaire. Alors, ce documentaire, on était furieux, parce qu'à la fin, son documentaire, c'était nous, on y était pour ça, et le reste, c'était les théories de Florence de Chambly. Donc, on n'était pas contents du tout. Et en fait, à l'époque, en plus, moi, je suis parti de l'équipe Capsio parce que je pensais que on n'arriverait pas, même si dans l'équipe, il y avait quelqu'un d'excellent qui a utilisé un simulateur de Boeing, qui est Philippe Gasser, qui était très très bon, qu'en fait, on n'avait pas les informations suffisantes pour faire ces calculs de trajectoire, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour la bonne raison que ça suppose de connaître le FMS, ce qu'on appelle le FMS, le Flight Management System, qui est le système qui gère l'avion, enfin le pilotage de l'avion qui assiste le pilote. J'ai eu l'occasion dans mes fonctions, on avait aussi essayé de construire un FMS expérimental. Le constructeur de FMS, c'est Honeywell, qui est à peu près le seul. Thales a essayé d'en faire un concurrent avec difficulté. Et c'est très confidentiel, ce qu'il y a dans le FMS. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a. En plus, il y a des paramètres qui sont liés à la compagnie. C'est-à-dire que la compagnie peut ajuster le FMS en fonction de ses choix. Est-ce qu'il privilégie le temps ou la consommation de carburant? Donc en fait, les simulations qu'on a faites ne nous permettent pas d'avoir le niveau de précision qui aurait pu être, à mon avis ils ne le feront plus, qui aurait pu être fait par Boeing et Honeywell. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler dans cette équipe, et parce que je pense qu'on ne peut pas arriver à trouver une trajectoire, on n'a pas la crédibilité, enfin moi j'estimais que je n'avais pas la crédibilité pour trouver une trajectoire. J'estime avoir la crédibilité pour trouver une raison, mais pas pour trouver la trajectoire. Et ce que vous avez à l'écran, c'était dans le tome 1 avec Michel Delarche, et on avait dit, et lui avait fait ça avec des moyens assez rudimentaires, que l'avion doit être quelque part par là.
Mais quant à avoir une précision précise, parce qu'à l'échelle, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que c'est intéressant le travail de Anderson, c'est qu'il arrive aussi dans le même point. Et donc je pense que Boeing, Honeywell ça recommence. Non, ne reprendront pas les travaux. Pour eux, c'est une affaire finie. Boeing, ils ont d'autres chats à fouetter. D'accord. La Malaisie, à mon avis, c'est fini. Donc, pour moi, je vais y arriver. Voilà. Avec les enjeux de la recherche sous-marine, un jour cette épave sera trouvée par hasard. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, quelque part, et c'est pour ça que Victor Ianello dit que ça vaut le coup de prendre l'hypothèse de Anderson, c'est parce que c'est un endroit qui est, c'est moins agité, l'espace est grand quand même. Donc à mon avis, ça sera découvert par hasard. Alors le soulagement pour les familles, il y a encore des familles chinoises qui pensent que leur enfant est toujours vivant. Et ça, c'est aussi une question de culture. La culture, les marins de pêcheurs bretons, ils ont pris l'habitude d'avoir des cimetières dans lesquels il n'y a pas... Donc c'est des questions de culture. Donc au moins pour eux, ça. Mais par contre, quand on va trouver... Est-ce qu'on pourra récupérer les boîtes noires, le data recorder, c'est les 2 dernières heures, le voice recorder, non, le voice recorder, c'est les 2 dernières heures. Qu'est-ce qu'on trouvera dans le cockpit? Ce qu'il y a dans le cockpit? Jean-Paul, tu es bien placé pour savoir qu'on peut se poser des questions de qu'est-ce qu'on va trouver au bout de 2 ans dans OMA. Mais ça, tu m'as raconté des choses un peu confidentielles là-dessus, sur le Air France 447. Au bout de 12 ans, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'il y aura 2 personnes dans le cockpit, 3 personnes dans le cockpit? Donc à mon avis, on ne saura pas. Donc pour répondre à ta question, non, je ne sais pas où il est. Voilà, je ne sais pas où il est. Et puis de toute façon, moi je vais m'arrêter, je vais passer à autre chose. Merci. S'il te plaît. On a trouvé la comète de Saint-Exupéry. Ouais. Moi, je ne vous cache pas que je suis assez mal à l'aise avec la présentation. Je m'attendais à une présentation technique et j'ai trouvé la première partie intéressante parce qu'elle est étayée par des éléments qu'on pourrait qualifier d'objectifs et techniques. Par contre, j'ai trouvé la deuxième partie politique, étayée par aucun élément de preuve. Et quand on se met à désigner des coupables, moi, mon éducation, c'est que il faut faire preuve de prudence et avoir vraiment des éléments extrêmement tangibles pour je dirais, mettre des jugements aussi radicaux. Lis le livre. Et je ne lirai pas le livre pour cette raison-là. Bon, donc tu ne sauras pas. Donc Mais parce que d'abord, c'est plutôt un éloge de Anwar Ibrahim. Et donc, le livre. Et si tu veux pas le lire, lis pas le livre. Mais si tu veux pas le livre, commence à désigner des coupables. Si tu veux pas le lire, tu as tout à fait le droit, mais tu resteras sur ta position. Mais je veux dire, si tu lisais le livre, tu verrais que je n'avance pas des trucs complètement dans le vide. Voilà, c'est tout. Jean-Marc, je voudrais te remercier de continuer à travailler sur ce sujet, parce que je pense que c'est effectivement important. Peut-être qu'un jour on retrouvera l'avion, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est intéressant de continuer à réfléchir sur le sujet. Alors, moi, beaucoup de choses que tu as dites me conviennent. Je peux proposer très modestement un scénario alternatif qui est basé essentiellement sur un point que tu n'as pas montré, qui est les trajectoires radar primaires au moment du point tournant où, quand l'avion qui a franchi qui est passé le nord de Sumatra,
tourne, d'après ce que j'avais lu, je pense, sur le rapport d'enquête, c'est que l'avion fait en fait un 270 degrés par la droite avant de prendre sa route vers le sud. Alors ça m'amenait à me poser des questions sur est-ce que l'avion n'est pas parti vers le sud par suite d'une erreur d'affichage par la personne qui était, à mon avis, manifestement encore aux commandes de l'avion à cet endroit, et qui aurait affiché une destination vers le nord et aurait mis dans l'ordinateur une position sud au lieu d'une position nord. Parce qu'en fait, mon hypothèse du scénario, c'est que ce serait plutôt dans la lignée des attentats ouïghours, qui étaient très nombreux à ce moment-là, puisque la disparition du MH370, c'est le 8 mars 2014, que le 1er mars, c'était un attentat à la gare de Kunming, que le 28 octobre, c'était un attentat à Tiananmen, le 30 avril, c'était un attentat à la gare d'Urumqi, et le 6 mai, c'était un attentat à Canton. Et tous ces attentats ouïghours, donc j'imaginais qu'il aurait pu, quelqu'un qui détourne un avion chinois essentiellement, à destination de Pékin, et essentiellement plein de Chinois, pouvait espérer soit le poser pendant des otages, soit le cracher sur une ville ouïghour comme Urumqi. Et donc ce serait intéressant de regarder si, en regardant la symétrie d'Urumqi par rapport à l'équateur, on n'aurait pas une trajectoire qui serait intéressante à étudier. Non, mais j'avais regardé l'histoire parce que ça fait dans les rumeurs qui ont sorti, ont eu tout de suite après, il y a eu cette idée que ce soit un attentat fait par les Ouïghours. En plus, la Malaisie avait refusé d'extrader des Ouïghours qui avaient réussi à s'échapper d'un camp de concentration chinois. Ils avaient réussi à s'échapper et la Malaisie avait refusé. Ils étaient passés par la Thaïlande, ils étaient arrivés en Malaisie et la Malaisie avait refusé de les extrader. Donc l'histoire des Ouïghours, je l'ai suivie. Mais par contre, le départ, je vois pas où tu trouves que l'avion serait parti vers le nord. Il est parti vers le sud. Le pilote aurait eu l'intention de partir vers le nord et aurait affiché des coordonnées géographiques en affichant la latitude sud au lieu de nord. On a des exemples d'accidents où une erreur sur un digit suffit. Et après ça, il aurait imaginé cette trajectoire complètement. Il n'aurait pas imaginé, il ne s'en serait pas rendu compte. Attends, pas rendu compte de faire une trajectoire qui retourne au-dessus de la Malaisie, qui suit cette voie aérienne, qui redescend vers l'océan Indien, tout ça, avec un. On ne sait pas qui était au commande. Attends, on n'invente pas une trajectoire comme celle qui a été suivie, comme ça, et c'est pas une trajectoire qu'on décide par accident. Il faut qu'elle soit planifiée. Mais non, mais encore tu m'accuses il faut un scénario, il faut qu'il soit cohérent avec les informations techniques. Excuse-moi, ton hypothèse, il faudrait qu'elle soit étayée sur des informations techniques. Or, les informations techniques sont contradictoires avec ce que tu racontes. Ça ne peut pas être un truc par hasard, qui tout d'un coup, tu appuies sur un bouton et l'avion t'envoie, et puis après fait le tour et va dans l'océan Indien. Le FMS, il fait beaucoup de choses, mais quand même, il faut quand même le programmer. Oui, Bon. oui, Pascal. Moi, sur une question un peu technique de mes souvenirs de l'introduction de la rate sur les avions modernes, qui date de mon expérience de l'A-80. En fait, la rate, elle est capable de très peu de choses de fournir. Et notamment, ça a été fait depuis l'introduction des commandes de vol électriques. Sans quoi, effectivement, l'avion est incontrôlable totalement. Mais la rate n'est pas capable, d'abord, peut-être. Je ne sais même pas si elle est capable de gérer le FMS. Je ne sais pas si la rate est capable d'alimenter les visus.
peut-être une visu, et peut-être même pas, uniquement à l'horizon sous court et comme on dit le compas, hein, et derrière, et surtout pas, le conditionnement d'air. Donc, dès qu'il y a eu coupure, il est clair que l'avion est rentré en dépressurisation, et les masques sont tombés. Enfin, c'est mécanique. Ce qui fait que derrière, parce que moi, si je me pose la question, en plus, il est descendu, donc les passagers n'ont pas pu non plus, pendant 7 heures, alors que c'était un vol de 5 heures, rester totalement inactifs, quelque part. Non mais, l'électricité a été remise au nord-ouest de Sumatra. Parce qu'à ce moment-là, il s'est dit, de toute façon, maintenant je vais aller vers le sud, j'ai réussi mon coup à suivre la voie aérienne, donc en fait, l'électricité a été coupée que pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, effectivement, le commandant de bord, qui était un mec super expérimenté, il a utilisé les fonctions minimales que faisait. Et d'ailleurs, les 2 pilotes qui avaient réussi dans le cas du LATAM à le poser, avec ces informations minimum, ils ont même réussi à poser l'avion à je ne sais plus quel aéroport. Donc effectivement, il n'y avait plus qu'un minimum d'informations. Vis-à-vis des passagers, il y avait aussi la clim qui avait arrêté. Donc en fait, pendant une heure, il a tenu le coup pendant tout le temps où il se cachait dans le trafic. Et dès qu'il a pu, il a remis l'électricité. Et on sait qu'il a remis l'électricité, puisqu'à ce moment-là, les messages du Marsat ont démarré. Donc pendant 1 heure. Ce que je veux dire, c'est que les passagers n'ont quand même pas pu, pendant 7 heures, rester inactifs. Il va se passer quand même des choses à bord. Non, mais pendant 1 heure, oui, il y a une chose. Ils sont en panique parce qu'on est en décompressurisation. Alors, ma théorie, tu n'as pas acheté le bouquin, tu ne l'as pas lu. Dans le livre, j'explique qu'on a peut-être été dans une situation de Stockholm. Si le commandant de bord a expliqué aux gens qu'ils n'allaient pas mourir et que simplement ça allait durer longtemps, qu'ils remettaient le chauffage, etc., et qu'ils allaient atterrir en Australie, peut-être qu'à ce moment-là, les passagers ont accepté et ne se sont pas révélés comme les avions du 11 septembre. Et donc c'est une théorie, et comme je dis, c'est une théorie qui est moins horrible que dans les autres théories du suicide du pilote qui a dépressurisé, qui a fait mourir tout le monde, etc. Donc là, effectivement, moi je ne connaissais pas du tout, c'est des copains qui m'ont expliqué ce que c'était, mais effectivement la rate, qui, comme tu le dis, c'est pour voler. L'ultime secours. Mais pour voler avec uniquement la rate, il faut être un sacré pilote, hein, parce que tu n'as plus le FMS, t'as plus. En plus, comme tu dis, les écrans doivent peut-être y avoir un écran sur 2, donc c'est. Et puis alors là, c'était aussi très intéressant dans l'alimentation électrique d'un joujou que le 777, tous les circuits électriques, les redondances, les secours, etc. Donc comment ça fonctionne quand il n'y a plus que la rate, c'est au-delà de mes compétences. Qu'est-ce qui vraiment fonctionnait? La seule chose, c'est qu'effectivement, le commandant de bord, c'était un bon, et au début, les gens devaient être un peu inquiets, et puis il leur a peut-être expliqué ce qui se passait, et à ce moment-là, ils ont été rassurés. Manque de peau, c'est pas aller jusqu'au bout. Donc c'est mon explication de ce qui se passait. Ça fait partie des choses à l'appui de mon scénario pour le rendre crédible et compatible avec ce qu'on connaît en termes techniques. Voilà. Jean-Paul. Il y a une question dans le chat. Ce scénario, ces hypothèses, c'est très intéressant. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il n'y a aucun enjeu en matière de sécurité aérienne. À partir du moment où on sait que l'avion a été détourné délibérément par quelqu'un, même si on le retrouve, on n'en tirera aucune conséquence. Toutes les conséquences en matière de sécurité aérienne ont déjà été tirées. Le BEA participe à des groupes de travail, même le pilote des groupes de travail sur le sujet. Donc aujourd'hui, qui s'intéresse à cette affaire? Les bureaux d'enquête accident n'ont aucun intérêt pour cette affaire. Boeing n'a aucun intérêt dans cette affaire. Depuis 12 ans, est-ce qu'il y a eu des questions sur la sécurité du Boeing 777? Aucune. Ni les compagnies aériennes, ni les constructeurs, ni les bureaux d'enquête, ni les États n'ont aucun intérêt à la solution de cette affaire. Les seules personnes intéressées, finalement, je pense que c'est le gouvernement malaisien, parce qu'il y a quand même une certaine responsabilité de sa part.
Et puis, certainement, les familles, évidemment, peut-être que c'est pour elles qu'il faut continuer ces recherches, mais en tout cas, du point de vue du milieu aérien et de la sécurité aérienne, il n'y a aucun intérêt dans cette affaire. Voilà, donc, mais on peut spéculer, on peut faire des Jean-Marc hypothèses. au départ, c'est-à-dire que quand même, on ne sait pas, donc d'avoir des éléments de suivi d'un avion, Oui, mais ça, c'est le distress tracking, etc. Ces travaux ont été faits. Hein, Il y a une aujourd'hui. question, merci Jean-Paul, il y a une question à distance, oui, de la part de Frédéric Miramolo. pourquoi les États qui savent et leurs services ne parlent pas? Est-il possible que ce soit posé quelque part? Mais, à mon avis, non mais ils ne savent pas. Guylain Vatrelos n'arrête pas de dire que la France n'a rien fait, qu'ils savent qu'il n'a même pas été reçu par François Hollande, par Emmanuel Macron. Mais à mon avis, les États ne savent rien. Les États ne savent rien. Ils ne savent pas. Et donc, alors, il y a eu je crois, enfin, à mon avis, quant aux enquêtes juridiques, elle est aux États-Unis, mais elle est dormante. Et en France, bon, il y a Guylain Vatrelos qui relance, il y a son avocate là, qui est l'avocate des causes perdues, là, qui est José Dosé. Elle le relance, mais j'ai été interviewé par la GTA, mais ils ont lancé des commissions régatoires. Ils sont allés aux États-Unis pour savoir si, pour interroger Honeywell ou interroger Inmarsat, pour savoir si Inmarsat avait triché sur les données. Mais de toute façon, les données, elles sont publiques. Non seulement Inmarsat a fait le boulot, mais a rendu toutes ces données publiques. Et donc, moi, je pense que les États ne savent rien. Ok, merci. Une dernière question, peut-être? Oui, juste un petit témoignage rapide, parce que c'est moi qui ai ramassé, en fait, traité le flapperon, qui était la première preuve comme quoi l'avion avait été détruit. Ça a permis d'ailleurs aux Chinois d'établir les certificats de décès. Les Malaisiens avaient déjà établi les certificats de décès parce que c'est très, très complexe quand il y a une disparition complexe. Donc voilà, et en plus, j'ai quand même reçu de façon et même exfiltré au volcan et passé quelques heures avec eux à titre humain, le patron de la maintenance de la Malaysian Airlines, le chef pilote qui était aussi dans la première équipe d'enquête, effectivement, alors moi j'ai un doute cartésien complet, et ce doute cartésien complet demeure. Là, en fait, l'éclairage, c'est peut-être une hypothèse pour le premier changement de trajectoire. Mais on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à localiser l'épave tant qu'on n'a pas le point de chute. En fait, c'est très difficile de reconstituer tout ça. Donc, et au niveau du point, alors c'est vrai, on a pensé à la reconstitution des courants marins. Il y a un point sur le flapperon, et ça, ce sont les moules, les analytes. Ça, je pense, ça aurait été. Alors, est-ce qu'elles ont été analysées? Oui, elles ont été analysées en détail par des grands spécialistes et de façon indépendante? Oui, ça a été fait. Et donc, ça, normalement, on aurait dû. Non, mais malheureusement, les autres épaves, ils ont enlevé les coquillages. Donc le flapperon, c'est le seul sur lequel il reste quelques coquillages. Ces coquillages, ils ont été analysés par 2 bureaux du CNRS au SAM. Et donc l'idée, c'était de reconstituer, de savoir comment ces coquillages avaient pu grossir, s'ils avaient grossi pendant ce temps-là dans des eaux plutôt chaudes ou des plutôt froides. Le problème, c'est que c'est comme les calculs de rétro-courant, ça permet d'avoir une zone, d'ailleurs, mais c'est pas assez précis pour faire ça. Et les zones, les calculs de rétro-courant, avec des difficultés. Parce que le problème des courants,
c'est l'effet, comment ça s'appelle, l'effet papillon, là. C'est-à-dire qu'un flaperon, à chaque vague, il peut partir d'une autre direction. Donc, les conditions initiales, à partir des conditions, on change un peu les conditions initiales, et à l'arrivée, on a un résultat très différent. Et donc, en faisant ça à l'inverse, on a une zone qui pourrait aider à trouver la zone à partir des rétrocourants et des coquillages. D'abord, les coquillages, il n'en reste pas beaucoup, et dans les deux cas, c'est plutôt vers le sud de Sumatra que plein sud, d'accord? Donc, d'une certaine façon, c'est aussi plus à l'appui de mon idée que l'avion, il n'allait pas au milieu de nulle part, il allait plutôt vers là. Et donc, ces deux, je les ai regardés. De toute façon, tout ça est dans le rapport d'enquête. Vous avez les analyses des deux laboratoires des coquillages, il y a des études de rétrocourant, il y a les plus grands centres de recherche maritime de l'Australie qui ont travaillé dessus. Ces informations ne sont pas conclusives pour retrouver une zone suffisamment précise. Encore une fois, les zones que ça permet de remonter sont gigantesques. Et avec un bateau, même s'il a des drones qui fait ça de plus en plus vite, c'est un bateau qui avance à 10 nœuds, d'accord? Et donc il faut qu'il en fasse du chemin, d'accord? Voilà. Donc le flaperon, et donc le rapport sur le flaperon, puisque le flaperon est toujours en France, sur les coquillages qui sont en France, ces deux rapports sont annexés au rapport d'enquête, entièrement. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette présentation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le livre de Jean-Marc et toutes les références qu'il a données au passage sur les rapports d'enquête. Et vous avez mon adresse email, vous êtes les bienvenus pour m'envoyer des messages, quel que soit, qu'ils soient gentils ou méchants. Entendu, merci beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui étaient présents aussi de l'autre côté. Cette conférence a été organisée aussi avec la France de la FNAC. Et en ligne ont été jusqu'à 70, c'était quand même un record. Merci. Voilà, il y a encore 33. Bonne journée à tout le monde. C'est disponible.